On nous a appris que la colonisation était terminée, que l'Afrique était libre, indépendante, souveraine. Mais sous la surface, d'autres fils continuent de tirer les marionnettes, des fils invisibles tissés à Paris, serrés à Dakar, N'Djamena, Antananarivo. Et si les coups d'État que l'on voit se multiplier n'étaient pas des accidents? Et si, derrière chaque drapeau brandi, chaque président renversé, se cachait toujours la même main? Celle d'une puissance qui n'a jamais quitté le continent, mais qui a simplement changé de costume, troquant l'uniforme colonial pour le costume diplomatique. Cette puissance, c'est la France. Son influence traverse encore les monnaies, les armées, les médias, les couloirs du pouvoir africain. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette ombre, celle de la France-Afrique, ce réseau de dépendance et de loyauté qui continue de définir l'avenir de nations entières. De Mali à Madagascar, du Sahel à l'océan Indien, la même question revient, lancinante. L'Afrique est-elle vraiment libre? Ou bien joue-t-elle encore une partition écrite ailleurs? Voici l'histoire de la main invisible. Voici le récit d'un continent qui peu à peu décide de couper les fils de la domination. La main invisible. L'ombre de la France sur l'Afrique. L'histoire de la France en Afrique ne se lit pas seulement dans les manuels scolaires, elle se murmure dans les cafés de Dakar et elle se crie dans les campagnes du Sahel. C'est une histoire de promesses et de pactes, de silence et de chuchotements, où derrière chaque indépendance proclamée, une main invisible continue de tirer les fils. Cette main, ce sont les intérêts français, économiques, militaires, culturels, politiques, qui depuis plus de 60 ans façonnent la destinée du continent. Pour comprendre comment cette main agit, il faut d'abord revenir à la naissance de ce que François-Xavier Verschave a appelé la France-Afrique. Dans son livre « La France-Afrique, le plus long scandale de la République », 1998, Verschave décrit ce réseau d'alliances occultes entre Paris et les capitales africaines comme un système de prédation institutionnalisé. Il écrit « Ce n'est pas une politique étrangère, c'est un mode de gouvernement ». En d'autres termes, la France-Afrique n'est pas un accident de l'histoire. C'est un mécanisme. Au lendemain des indépendances, dans les années 60, la France, sous De Gaulle, comprend très tôt qu'elle ne peut plus gouverner ses colonies, mais qu'elle peut encore les administrer par procuration. Comment? Par des accords militaires, des pactes monétaires et un réseau d'hommes de confiance. Les fameux amis de la France, ces dirigeants africains qui doivent leur pouvoir autant à leur peuple qu'à l'Élysée. Omar Bongo au Gabon, Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, Gnassingbé Eyadema au Togo, Idriss Déby au Tchad. La liste est longue. Tous, d'une manière ou d'une autre, furent des produits du système, en échange de stabilité politique et d'un accès privilégié aux ressources naturelles, pétrole, uranium, cacao, bois, coton, la France garantissait la survie de leur régime. Paris devenait la capitale fantôme des décisions africaines. Mais la domination ne se limite pas à l'économie. Elle est aussi symbolique. La langue française, les programmes scolaires, les médias, les alliances militaires. Tout un appareil de soft power s'installe pour faire de l'Afrique francophone un prolongement de la République. Les bases militaires françaises à Dakar, Libreville, Abidjan, N'Djamena, Djibouti, toutes stratégiquement positionnées, servent autant à protéger les régimes amis qu'à préserver les routes commerciales. Dans les années 70 et 80, l'Afrique francophone devient un espace où la France expérimente un nouveau modèle de gouvernance impériale. L'indépendance formelle, mais la dépendance structurelle. Jacques Foccart, le célèbre conseiller de De Gaulle et de Pompidou, en est le chef d'orchestre. Ses carnets, publiés après sa mort, révèlent une diplomatie parallèle où les décisions cruciales se prenaient non pas au Quai d'Orsay, mais dans l'ombre des couloirs de l'Élysée. Les coups d'État, souvent bénis, parfois orchestrés. Les opposants, neutralisés, parfois éliminés. Les ressources, canalisées. L'Afrique devient le terrain de jeu de la raison d'État française. Et pourtant, derrière cette apparente stabilité, les fissures s'élargissent. À partir des années 90, avec la chute du mur de Berlin, le monde change. Les peuples africains réclament la démocratie, la transparence, la fin des partis uniques. Paris, embarrassé, se présente alors comme le promoteur de la démocratie africaine.
Le discours de La Baule, prononcé par François Mitterrand en 1990, marque ce tournant. Il déclare « Il n'y aura pas de développement sans démocratie ». Mais cette déclaration, noble en apparence, cache une réalité cynique. La démocratie devient une condition d'aide, pas une conviction. Les élections se multiplient, mais souvent sous supervision française. Les résultats, quand ils déplaisent à Paris, sont contestés ou ignorés. Les dirigeants qui garantissent les contrats pétroliers, les concessions minières, les flux financiers, eux, restent en place. L'alternance devient un théâtre. Le pouvoir, un marché. C'est ici qu'intervient la notion de puppet leaders, ces marionnettes politiques dont les ficelles mènent vers Paris. Le cas du Gabon est emblématique. Quand Omar Bongo meurt en 2009, son fils Ali lui succède dans une élection contestée. La France, par la voix de ses diplomates, appelle à la stabilité. Traduction, la continuité de ses intérêts. Ce schéma se répète au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, mais la résistance s'organise. Les nouvelles générations africaines, plus éduquées, plus connectées, moins impressionnées par la rhétorique paternaliste de Paris, dénoncent cette tutelle invisible. Les réseaux sociaux amplifient les voix des intellectuels panafricanistes. Kémy Séba, Nathalie Yamb et bien d'autres. Ils reprennent les arguments des pionniers comme Cheikh Anta Diop et Kwame Nkrumah, qui avaient prévenu dès les années 1960 que l'indépendance politique sans indépendance économique n'était qu'une illusion. Nkrumah écrivait dans Africa Must Unite : les États africains ne seront vraiment libres que lorsqu'ils contrôleront leurs économies. Et Cheikh Anta Diop, dans Nation nègre et culture, rappelait « Le colonialisme n'a pas seulement pillé nos terres, il a façonné nos esprits ». Cette conscience refait surface aujourd'hui avec force. Elle alimente un mouvement profond de rejet du néocolonialisme. Et ce rejet prend souvent la forme de ruptures politiques brutales, les coups d'État. Ces dernières années, nous avons vu une vague de coups en Afrique de l'Ouest et centrale. Mali, Guinée, Burkina Faso, Niger et plus récemment Madagascar. Chacun de ces événements a ses causes locales, corruption, insécurité, pauvreté. Mais un fil commun les relie, le rejet de l'influence française. Le discours des putschistes, qu'on le veuille ou non, trouve un écho dans la rue. Nous ne voulons plus de tutelle. Nous voulons décider pour nous-mêmes. Madagascar, en 2025, devient un symbole de cette nouvelle ère. Un pays longtemps perçu comme périphérique, mais dont la position stratégique dans l'océan Indien attire toutes les convoitises. Les manifestations qui ont précédé le renversement du gouvernement parlèrent de souveraineté, de justice sociale et de la fin de la dépendance économique envers les bailleurs occidentaux. Derrière la rhétorique du changement, on sentait une colère accumulée, la même que dans les rues de Ouagadougou ou de Niamey. Mais attention, tous ces mouvements ne sont pas uniformes. Certains sont sincèrement nationalistes, d'autres opportunistes. Ce qui les unit, c'est la fracture entre les élites proches de Paris et les populations qui refusent d'être traitées comme des sujets d'un empire déchu. La France, elle, oscille entre arrogance et panique. Emmanuel Macron, lors de sa tournée africaine, a multiplié les discours sur le partenariat d'égal à égal. Pourtant, chaque mot trahit une lutte, celle d'un pays qui perd son influence et qui cherche à redéfinir son rôle. La jeunesse africaine, elle, n'attend plus d'être reconnue comme partenaire. Elle veut être libre. Ce moment charnière, entre dépendance et désobéissance, annonce une ère nouvelle. Le rideau se lève sur un théâtre où la France n'est plus metteur en scène, mais simple figurant. Parfois hué, parfois ignoré. Les projecteurs se tournent vers de nouveaux acteurs. La Chine, la Russie, la Turquie et surtout les Africains eux-mêmes. Mais la question demeure, la rupture avec la France mènera-t-elle à la véritable souveraineté ou simplement à un changement de maître? Le passage du XXe au XXIe siècle a vu l'Empire français en Afrique changer de forme sans changer de nature. Les drapeaux avaient été remplacés par des logos, les gouverneurs par des consultants, les canons par des contrats.
Pourtant, le principe restait le même: maintenir l'influence sans assumer la responsabilité. Dans cette deuxième partie, nous explorons la manière dont la France a redessiné sa toile de contrôle à travers trois leviers essentiels: la monnaie, la sécurité et le récit politique. 1. La monnaie, le cordon ombilical invisible. Depuis 1945, le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, devenu plus tard Communauté financière africaine, a servi de lien économique entre la France et ses anciennes colonies. Officiellement, c'était un mécanisme de stabilité, une monnaie garantie par le Trésor français, convertible à taux fixe. En réalité, c'était une chaîne dorée, comme le souligne l'économiste togolais Kako Nubukpo dans Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, 2016. Le franc CFA est le dernier bastion institutionnalisé du colonialisme en Afrique. Tant que le système perdure, explique-t-il, la souveraineté monétaire reste une illusion. Les pays de la zone franc devaient déposer 50% de leurs réserves de change à la Banque de France, perdant ainsi la maîtrise de leur politique monétaire. Les décisions de dévaluation, comme celle de 1994, ont été prises à Paris, souvent sans consultation réelle des gouvernements africains, avec des conséquences sociales désastreuses. Pourtant, Paris a toujours présenté ce système comme un gage de confiance et de stabilité. Les multinationales françaises en bénéficiaient: Total, Bolloré, Bouygues, Orange. Les entreprises africaines, elles, restaient dépendantes d'un mécanisme qu'elles ne contrôlaient pas. Mais les critiques se sont amplifiées. Au cours des années 2010, une génération d'économistes, de militants et d'intellectuels a commencé à remettre en question le mythe de la stabilité. Les manifestations contre le franc CFA ont éclaté à Dakar, Cotonou, Abidjan, Ouagadougou. Sous cette pression, la France a fini par annoncer en 2019 une réforme: la création de l'ECO, une nouvelle monnaie censée remplacer le franc CFA en Afrique de l'Ouest. Macron et Alassane Ouattara ont tenu une conférence de presse triomphale à Abidjan, promettant une ère nouvelle. Mais comme l'a écrit l'économiste camerounais Martial Zebelinga, changer le nom d'une servitude ne la rend pas moins servitude. Dans les faits, les clauses fondamentales restaient la parité fixe avec l'euro, la garantie du Trésor français et la centralisation des réserves. Autrement dit, l'éco n'était pas une révolution, mais un rebranding. 2. La sécurité, les bottes et les bases. Si la monnaie est la laisse invisible, la sécurité est la main armée. Après les attentats du 11 septembre 2001, la France repositionne ses priorités en Afrique. La menace djihadiste devient un prétexte idéal pour consolider sa présence militaire sur le continent. En 2013, l'opération Serval est lancée au Mali pour repousser les groupes armés qui menacent Bamako. L'intervention est d'abord saluée comme un succès. Mais très vite, le récit change. Les populations locales dénoncent une occupation déguisée. Les années suivantes, l'opération Barkhane prend le relais, couvrant une vaste zone du Sahel, du Tchad à la Mauritanie. Officiellement, c'est une mission de stabilisation. Officieusement, c'est une assurance géostratégique, le contrôle d'un couloir énergétique, minier et migratoire crucial. Uranium nigérien, or malien, route du pétrole tchadien. Autant d'intérêts vitaux sous la protection des forces partenaires. Mais cette présence militaire suscite une lassitude grandissante. Les bavures, les incompréhensions culturelles, l'absence de résultats concrets face au terrorisme alimentent un ressentiment profond. En 2020, au Mali, les manifestants brandissent des pancartes. Barkhane dégage. Lorsque le colonel Assimi Goïta prend le pouvoir, il s'appuie sur cette colère populaire. La junte malienne exige le départ des troupes françaises et signe un accord de coopération sécuritaire avec la Russie. Le scénario se répète ensuite au Burkina Faso, puis au Niger. En moins de 5 ans, 3 bastions de l'influence française s'effondrent. Ce basculement ne vient pas de nulle part. Il révèle la fragilité du modèle français, une politique fondée sur la loyauté des élites, mais déconnectée des aspirations populaires. Pendant que Paris parlait de lutte contre le terrorisme, les Africains parlaient de souveraineté.
Aucune puissance ne domine sans narratif. Et la France a toujours su raconter son empire mieux qu'elle ne l'a gouverné. Le récit du partenariat, du lien historique, de la francophonie sert à masquer la hiérarchie sous le vernis de la fraternité. Mais les mots s'usent. La francophonie, jadis symbole d'appartenance culturelle, devient pour beaucoup un rappel du passé colonial. L'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop parle de piège linguistique, un instrument d'influence qui nous éloigne de nos langues et de nos vérités. Dans les médias internationaux, la France continue de se présenter comme l'allié du progrès en Afrique, alors que ses propres interventions sont perçues comme paternalistes ou intéressées. Le décalage devient intenable à l'ère numérique. Les jeunes Africains, connectés, n'ont plus besoin des récits officiels. Ils produisent les leurs en vidéo, en podcast, en blog, en musique. La génération post-2010 rejette les schémas binaires. Elle ne croit plus au mythe du sauveur extérieur. Elle comprend que la dépendance économique et culturelle est aussi un mode de contrôle. Les coups d'État successifs sont alors lus non seulement comme des crises politiques, mais comme des symptômes d'un ordre mondial en mutation. En 2025, Madagascar s'ajoute à cette liste. Officiellement, c'est un soulèvement contre la corruption. Mais dans les coulisses, les tensions autour de l'exploitation minière, des zones économiques spéciales et des influences étrangères, notamment françaises, nourrissent le feu. Les slogans des rues d'Antananarivo sont sans ambiguïté. Tsi miankin doa insoni isaai. Nous ne dépendons plus de personne. 4. 2020-2025. L'onde des coups d'État et la perte d'influence. Entre 2020 et 2025, l'Afrique francophone devient le théâtre d'un basculement inédit. Les putschs se succèdent. Mali 2020, Guinée 2021, Burkina Faso 2022, Niger 2023 et plus récemment Madagascar 2025. Pour la France, c'est un séisme. Chaque renversement semble arracher un maillon supplémentaire à la chaîne de la France-Afrique. À Paris, on parle de crise de confiance. Mais sur le terrain, ce que l'on voit, c'est une crise de légitimité. Les peuples ne reconnaissent plus dans leurs dirigeants les porte-voix de leur souveraineté, ils y voient les relais d'un système qui ne leur profite pas. Le Mali, par exemple, fut longtemps l'élève modèle de la coopération française. Bamako recevait chaque année des centaines de millions d'euros d'aide, des formateurs militaires, des experts. Pourtant, au moment où le pays s'enfonçait dans la guerre civile, l'État français ne proposait que des solutions sécuritaires, sans jamais aborder les racines sociales et économiques du conflit. Quand les officiers ont pris le pouvoir, le discours officiel français a dénoncé un recul démocratique. Mais pour beaucoup d'Africains, c'était une rectification historique, la fin d'un cycle d'ingérence. Les nouveaux régimes militaires du Sahel se tournent alors vers d'autres partenaires. La Russie, la Chine, la Turquie, parfois l'Iran. Ces alliances sont pragmatiques. Elles ne reposent pas sur la morale, mais sur l'intérêt mutuel. Moscou offre des armes, Ankara des infrastructures, Pékin des prêts. Pour la France, c'est un double échec, diplomatique et symbolique. Pendant des décennies, elle s'était présentée comme le garant de la stabilité. Or voici que la stabilité change de camp. Le président Macron tente alors une réinvention, multiplier les voyages, redéfinir la relation. À Cotonou, à Yaoundé, à Luanda, il parle de nouvelle ère, d'égalité de partenariat. Mais les mots ne suffisent plus. Les peuples veulent des actes, fin des bases, fin du franc CFA, fin du mépris. En coulisses, l'appareil d'État français peine à se remettre en question. Les entreprises publiques, les banques, les réseaux d'influence économique, tout repose encore sur des logiques d'accès privilégié aux marchés africains. Les anciens présidents africains proches de Paris, Ouattara, Déby, Sassou Nguesso, Biya, deviennent les symboles d'une époque révolue. Les jeunes voient en eux des vestiges du pacte colonial. La toile se défait lentement. Les câbles de la monnaie, de la sécurité, de la diplomatie sont tendus jusqu'à la rupture.
Et la France, malgré ses discours, n'arrive plus à réparer l'image d'une puissance amie. Cinquième, la bataille du récit entre fracture et lucidité. Dans le même temps, une guerre du sens se déroule en ligne. Les médias africains indépendants, les influenceurs panafricanistes réécrivent l'histoire. Là où France 24 parlait de troubles, eux parlent de résistance. Là où les chancelleries dénoncent des aventurismes militaires, eux voient une réappropriation du destin africain. Ce n'est pas seulement une divergence de vocabulaire, c'est un changement de paradigme. Pour la première fois depuis les indépendances, la France ne contrôle plus le récit. Et ce basculement est d'autant plus profond qu'il est culturel. Les jeunes francophones consomment des contenus en anglais, en swahili, en bambara. La langue française, jadis instrument de prestige, devient pour certains un outil de domination symbolique. Le pouvoir du mot se déplace. Dans les universités africaines, de nouvelles générations d'intellectuels s'émancipent de la grille franco-centrée. Des chercheurs comme Felwine Sarr, Afrotopia, ou Achille Mbembe, critique de la raison nègre, plaident pour une pensée du monde qui parte du continent et non de l'Europe. Sarr écrit « Il ne s'agit pas de sortir de la modernité, mais d'en finir avec la tutelle épistémique. » Cette révolution intellectuelle précède souvent la révolution politique. Les putschs, les élections contestées, les discours de souveraineté s'inscrivent dans une même dynamique, la redéfinition du rapport à l'Occident. 6. Madagascar, l'éruption périphérique. Dans ce contexte, le coup d'État de Madagascar en 2025 agit comme un révélateur. Longtemps perçue comme périphérique à la sphère francophone, l'île Rouge a pourtant été un pilier discret de la présence française dans l'océan Indien. Ses ports, ses bases aéronavales, ses gisements de nickel et de cobalt en faisaient une pièce stratégique. Les accords économiques signés depuis les années 2000 liaient étroitement Antananarivo à Paris. Mais sous la surface, la société bouillonnait. Pauvreté chronique, corruption, ressentiment contre les élites jugées francisées. Les ONG dénonçaient la mainmise des entreprises occidentales sur les terres agricoles et minières. Quand le régime s'est effondré, la France a d'abord appelé au dialogue. Mais les rues de la capitale criaient autre chose. Aoka Isaï. Assez. Le renversement malgache n'était pas seulement une querelle interne. Il s'inscrivait dans la série de secousses anti-françaises qui redessinent la carte politique du continent. Dans les jours qui ont suivi, des drapeaux russes et africains flottaient côte à côte, comme à Bamako ou à Ouagadougou. Pour Paris, c'était le signe que même les marges de son ancien empire lui échappaient. Pour les Africains, c'était la preuve que le vent avait tourné. 7. Un empire sans nom. En 2025, la France ne possède plus de colonies, mais elle garde les réflexes d'une métropole. Elle parle de aide, de partenariat, mais son économie reste arrimée à l'extraction de valeur en Afrique. Ces entreprises contrôlent toujours une partie des infrastructures portuaires, des chaînes logistiques, des concessions minières. Les accords de défense, eux, demeurent opaques. Derrière les discours de coopération, des clauses secrètes lient encore plusieurs capitales africaines à Paris. Cette survivance du passé n'est pas seulement matérielle, c'est un imaginaire dans lequel la France se pense comme protectrice et l'Afrique comme élève. Mais cet imaginaire s'effondre sous le poids d'une génération qui refuse le récit de l'élève reconnaissant. L'Afrique contemporaine parle de réparation, de justice économique, de multipolarité. La France, elle, parle encore de rayonnement. Le dialogue devient un monologue croisé où chacun ne s'entend plus. Et dans ce vacarme de transition, les coups d'État, paradoxalement, deviennent des signaux de réécriture, le symptôme brutal d'une quête de souveraineté. Partie 3. Reprendre le récit. L'avenir de l'Afrique au-delà de la dépendance. Pendant plus d'un siècle, la France a façonné l'Afrique selon ses besoins, ses structures administratives, ses frontières, ses élites, ses écoles. Mais aujourd'hui, ce modèle craque de toutes parts. Le système ne s'effondre pas sous les bombes, mais sous la conscience, sous la force tranquille de peuples qui refusent de continuer à jouer le rôle écrit pour eux. L'Afrique n'est plus un décor,
elle redevient sujet. 1. Le renversement des imaginaires. La vraie révolution, avant d'être politique ou militaire, est mentale. Le philosophe burkinabé Joseph Kizerbo le disait déjà. L'histoire ne s'hérite pas, elle se conquiert. Cette conquête de l'histoire se joue aujourd'hui sur tous les fronts: éducation, culture, médias, économie. Les nouvelles générations ne lisent plus seulement Fanon ou Sankara. Elles les remixent, les citent dans leurs chansons, leurs podcasts, leurs séries. Elles réinventent la résistance à travers la créativité. De Lagos à Dakar, d'Abidjan à Douala, une effervescence culturelle traduit cette reconquête symbolique. La musique afrobeat, le cinéma nollywoodien, les créateurs de mode, les penseurs panafricanistes, tous participent à un même mouvement: raconter le continent depuis le continent. Pendant ce temps, en Europe, les regards changent aussi. Les jeunes générations françaises, issues de l'immigration africaine, remettent en question la version officielle de la mission civilisatrice. Les musées débattent de la restitution des œuvres pillées, les historiens revisitent les archives coloniales, et la mémoire devient un champ de bataille. La France, peu à peu, découvre qu'elle n'est pas seulement l'ancienne métropole, mais aussi une héritière d'un passé encombrant. Et l'Afrique, de son côté, comprend que la colère ne suffit pas, qu'il faut transformer l'indignation en projet. Deuxième, l'économie de la souveraineté. Dans les années 2020, un tournant discret mais décisif s'opère. Face aux limites de l'aide internationale et à la dépendance monétaire, plusieurs pays africains investissent dans des projets d'intégration régionale. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, devient l'un des symboles de cette mutation. C'est une idée simple, mais révolutionnaire: commercer entre nous avant de commercer avec le monde. Réduire la dépendance à l'Europe, créer des chaînes de valeur africaines, harmoniser les normes, investir dans les infrastructures interrégionales. Les institutions héritées de la France-Afrique se heurtent à ce nouvel élan. L'Afrique de l'Ouest, jadis sous la tutelle monétaire française, parle de plus en plus d'autonomie. Des économistes proposent des monnaies régionales indexées sur des paniers de matières premières plutôt que sur l'euro. Et même là où les bases militaires françaises subsistent, à Djibouti, à N'Djamena, à Libreville, la présence est de plus en plus contestée. Les peuples exigent la transparence, la reddition de comptes. La coopération n'est plus un chèque en blanc. C'est dans cette tension que se joue l'avenir. Comment rompre avec la domination sans tomber dans de nouvelles dépendances? Comment construire un modèle africain du XXIe siècle entre mémoire et modernité? Troisième, les jeunes et la révolution numérique. Les vrais acteurs de ce basculement ne sont pas les chefs d'État, mais les jeunes connectés. Ils ne regardent plus vers Paris pour comprendre le monde, mais vers eux-mêmes. Sur YouTube, sur TikTok, sur X, une génération d'Africains déconstruit les narratifs coloniaux et réécrit les mythes de la modernité. Ces jeunes refusent de parler le langage de la soumission. Ils s'informent à travers des plateformes indépendantes, écoutent des penseurs comme Kemi Seba, Nathalie Yamb, Franklin Nyamsi, ou encore les analyses de Ndongo Samba Sylla, co-auteur de L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA. Même si leurs opinions diffèrent, tous partagent une conviction: l'Afrique doit penser par elle-même. Ce courant de pensée, parfois qualifié de néo-panafricanisme, bouscule les institutions. Il n'est pas parfait, souvent contesté, parfois émotionnel, mais il révèle une soif de souveraineté intellectuelle. Ce n'est pas une idéologie, c'est un mouvement d'émancipation. Quatrième, repenser la relation France-Afrique. Face à cette lame de fond, la France doit se poser la seule question qui compte. Peut-elle accepter de ne plus être au centre? Tant qu'elle cherchera à diriger ou à guider, elle reproduira les erreurs du passé. Mais si elle choisit d'écouter, d'accompagner, d'échanger d'égal à égal, alors une autre relation est possible. Comme le disait Thomas Sankara en 1987, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il sera seul responsable de son malheur s'il se fait des illusions sur la bonté de son maître. Ces mots résonnent aujourd'hui non seulement pour l'Afrique,
mais aussi pour la France. Car une relation post-coloniale exige du courage des deux côtés. Le courage de reconnaître le passé, le courage de renoncer au contrôle, le courage d'inventer un futur partagé. L'avenir africain ne se joue pas dans les bureaux de l'Élysée ni dans les chancelleries. Il se joue dans les champs, les laboratoires, les écoles, les start-up, les universités. Au Sénégal, des ingénieurs développent des satellites locaux. Au Rwanda, on fabrique des drones pour la logistique médicale. En Côte d'Ivoire, des agriculteurs numérisent les circuits du cacao. Chaque innovation, chaque initiative est une brique de souveraineté. Une indépendance qui ne se déclare pas, mais qui se construit. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de ce siècle. Le combat contre la domination étrangère ne se gagne pas seulement dans la rue ou dans les urnes, mais dans la connaissance, la technologie, la solidarité régionale. Le rêve panafricaniste, longtemps relégué à la nostalgie des années 60, revient aujourd'hui avec une vigueur neuve. Mais il n'a plus la forme d'un discours idéologique, c'est une pratique collective. Des plateformes de financement participatif panafricaines, des festivals culturels itinérants, des alliances universitaires. Peu à peu, le continent tisse un réseau qui contourne les anciennes métropoles. L'idée n'est pas d'exclure la France, mais de décentrer la relation. Que Paris ne soit plus le passage obligé, mais un partenaire parmi d'autres. Le XXIe siècle n'appartient à aucune puissance unique. La montée de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de la Turquie et la résurgence de la Russie modifient la hiérarchie mondiale. L'Afrique devient un terrain de compétition, mais aussi de négociation. Pour la première fois depuis les indépendances, elle a une carte à jouer. Sa population jeune, ses ressources naturelles, son potentiel technologique en font un pivot du futur, mais à une condition, que ses dirigeants apprennent à négocier non pas en subalternes, mais en architectes de leur propre destin. La question n'est plus qui domine l'Afrique, mais comment l'Afrique se gouverne-t-elle elle-même? Et peut-être que, paradoxalement, c'est là que la France peut encore trouver sa place, non plus comme tutrice, mais comme partenaire d'une aventure universelle. Car la Renaissance africaine n'est pas une revanche, c'est une contribution à l'humanité. Le philosophe béninois Paulin Untonji écrivait « Il ne s'agit pas de produire une pensée africaine à part, mais une pensée qui, partant d'Afrique, éclaire le monde. » C'est cela, le véritable enjeu, que l'Afrique ne soit plus le problème à résoudre, mais la source d'inspiration. L'histoire n'est pas finie. Elle se déplace, comme un courant sous la surface. La France, lentement, est contrainte de regarder son reflet sans phare. Et l'Afrique, après des siècles de tutelle, apprend à marcher sans tuteur. Mais avant de clore cette réflexion, il nous reste un symbole à explorer, celui des Comores, et plus particulièrement de Mayotte. Une petite île perdue entre deux mondes, africaine par la géographie, française par la loi, qui incarne à elle seule la complexité de cette relation inachevée. Mayotte, une île de 374 km², perdue dans l'océan Indien. À peine un point sur la carte, mais un gouffre symbolique. Officiellement, c'est un département français, mais dans le cœur des Comoriens, c'est une terre amputée, une plaie jamais refermée. Et dans la mémoire africaine, Mayotte représente le dernier fil de la toile coloniale, celui que la France refuse de couper. La France affirme que Mayotte est un territoire national, une frontière européenne. Mais elle perpétue une logique de séparation, celle d'une Afrique morcelée, d'un espace où la souveraineté est fragmentée selon les intérêts de l'ancien maître. Ce paradoxe résume tout le dilemme franco-africain. La France veut être aimée, mais elle ne peut pas lâcher prise. Elle parle d'égalité, mais garde ses bases, ses monnaies, ses îles. Elle célèbre la liberté, mais redoute la perte du contrôle. Mayotte devient alors le miroir de cette contradiction, un morceau d'Afrique arraché à l'Afrique pour rester français. Un lieu où les passeports ne disent pas la vérité des appartenances. Les Comores, archipels éclatés, racontent à leur manière l'histoire du continent. 4 îles, une même langue, une même culture, un même peuple, mais des destins divergents. Comme l'Afrique, elles ont été partagées, redessinées, administrées à distance. Et comme l'Afrique, elles cherchent à se rassembler malgré les lignes imposées.
L'écrivain comorien Ali Zamir écrivait dans Anguille sous roche: il y a des blessures que la mer ne lave pas. Cette phrase pourrait résumer tout le drame de la relation France-Afrique. Une mer d'histoire partagée, mais des blessures qui résistent au temps. Mayotte n'est pas seulement une question géopolitique, c'est une question de dignité, de mémoire, de vérité. Et tant que cette vérité restera niée, la réconciliation entre la France et l'Afrique restera incomplète. Alors, que reste-t-il à dire après un siècle d'ingérence, d'amitié forcée, de dépendance économique? Peut-être ceci: l'Afrique n'a plus besoin de permission pour se libérer, et la France n'a plus besoin de domination pour exister. Leurs destins peuvent diverger sans se haïr, s'éloigner sans se renier. Mais cela suppose un acte de foi. Croire que la liberté de l'un n'est pas la perte de l'autre. Le 21e siècle africain ne se construira pas contre la France, mais au-delà d'elle. Au-delà des frontières tracées, des bases militaires, des accords secrets. Au-delà même du ressentiment. Il se construira dans les voix qui s'élèvent, dans les livres qui s'écrivent, dans les musiques qui circulent, dans les solidarités qui se tissent,